Une transition démocratique est-elle possible en Algérie? C'est la deuxième partie donc de cette thématique que nous avions entamée la semaine passée. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour cette deuxième partie Abbas Hamadan, universitaire, analyste politique. Abbas Hamadan, merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation. Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir à tous mes compatriotes en Algérie et dans la diaspora. Merci. À côté de vous, Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. C'est comme ça que nous avons l'habitude de toujours le présenter. Et continuer comme ça. Voilà, à sa demande d'ailleurs, il insiste. Donc, Brahim Younsi, merci d'être des nôtres. Merci. Merci de m'inviter. Je salue Aïssa Rahmoun, qui est désormais parmi nous. J'espère qu'on va le garder. Merci et de puis nous rentrerons, Inch'Allah, avec lui ensemble. Merci de l'annoncer, Maître Aïssa Rahmoun, avocat, antérieurement vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme en Algérie, et qui vient d'être élu vice-président à la Fédération internationale des droits humains, ou des droits humains, qui est avec nous. Maître Aïssa Rahmoun, merci d'être des nôtres. Merci Sid Jamal pour l'invitation, mes amitiés vous inviter, et puis mes salutations les plus chaleureuses au peuple algérien, à nos concitoyens. Alors, nous allons l'appeler Monsieur le Président. Il n'est encore que vice-président. Non, mais le titre, c'est président. Alors, j'aimerais préciser quelque chose pour nos amis qui nous suivent depuis l'Algérie et depuis un peu partout dans le monde, que Maître Aïssa Rahmoun a dû fuir son pays. Il s'est réfugié en France, il a demandé le droit d'asile politique. De la même manière que notre autre ami et grand militant pour les droits de l'homme, Saïd Salhi, qui lui aussi était vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et qui a lui aussi quitté le pays pour demander l'asile politique en Belgique, ce qui est le cas aussi de Maître Salah Dabouz, lui aussi ex-président, je crois, lui était de la même ligue, et je passe sur tout le reste de nos compatriotes qui sont en train de fuir quasi massivement le pays, qui sont en train de fuir ce régime de terreur dont le seul langage est aujourd'hui celui de la répression, malheureusement, tout particulièrement à l'encontre des militants comme Maître Aïssa Rahmoun, qui essayent un tant soit peu, dans la mesure de leurs moyens, en Algérie c'est très difficile, de faire respecter le droit des gens, le droit les droits de l'homme. Oui, tout à fait. Ce n'est pas les seuls cas, il faut le dire, parce que ce n'est pas seulement le camarade Saïd Salhi ou Maître Dabouz. Beaucoup d'activistes, de militants de rage aussi ont eu recours à la protection, à la demande de la protection internationale. Des syndicalistes aussi, que ce soit en France, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, oui. Là où il y a eu une facilité à avoir un visa. Là, c'est des cas qui sont là, mais ma pensée aussi à tous ces jeunes Algériens qui essayent, qui n'ont pas eu droit à un visa, qui sacrifient leur vie, celle de leur famille, sur des embarcations de fortune ce phénomène atroce. La Méditerranée est devenue le tombeau, le cimetière des Algériens. C'est d'après ce que j'ai eu comme information, même durant les années Bouteflika, il n'y avait pas autant de demandes de protection internationale. Oui, les chiffres sont là pour les en chiffres parler. Sont... Ni de morts. Ni de morts en mer. Oui. Jamais on a atteint un tel chiffre. Aujourd'hui, nous frôlons les 50 disparus en mer par semaine. Par semaine. Et c'est, voilà l'Algérie nouvelle, promise par le régime. Voilà la transition opérée dans le régime algérien. Et le résultat est là. Très bien. Monsieur Tebboune qui a dit qu'il n'y aura pas de transition. Le Hirak, c'est moi. Le Hirak n'existe plus. Désormais, le Hirak, c'est moi. Et c'est lui qui va nous mener à lui tout seul vers une transition démocratique. Alors, j'aimerais que nous revenions, nous fassions un ou deux tours de micro assez dynamiques sur la première partie
de l'émission, il y a une semaine, Brahim Younsi, vous m'aviez dit tout à l'heure, hors micro, que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec cette proposition de Abbas Hamadan sur ce cadre supraconstitutionnel dans lequel viendraient éventuellement s'inscrire toutes les forces qui pourraient, et les représentants du peuple qui pourraient s'inscrire dans une phase transitoire. Qu'est-ce que vous entendez par vous n'êtes pas d'accord? D'abord, j'aimerais demander à Abbas Hamadan de nous expliquer ce qu'il a voulu dire, puis je vous donnerai la parole. Oui, c'est mieux. Oui, en effet, pour qu'il y ait... C'est le seul, comme on dit, Blarbiya. Alors, tout d'abord, hein, donc je tiens à saluer Maître Aïssa Rahmoun ici parmi nous, et par la même occasion, donc de saluer le combat que mènent des avocats en Algérie dans des conditions extrêmement difficiles, des avocats qui ne comptent pas leur temps, qui apportent un soutien moral pour les détenus et pour leurs familles. Donc je tiens à les saluer et pour leur dire que ils sont les dignes héritiers de Vergès, de Boumendjel. Peut-être faut-il souligner qu'ils sont une infime partie, ceux qui militent, Absolument. dans le corps des avocats, qui Absolument. se situerait aux environs de 40 000, me dit-on. Mais ceux qui sont réellement au charbon, ceux qui courent le risque, se comptent par quelques dizaines seulement. Mes salutations et ma reconnaissance va à ce petit nombre d'avocats dévoués depuis des années. Alors, pour répondre à la question c'est vrai que la semaine dernière, j'avais évoqué la question de la supraconstitutionnalité. Alors, pour répondre à la question, pourquoi il est important, qu'est-ce que ça répond à quelle préoccupation? Parce que c'est ça. C'est pas, on n'est pas dans le cosmétisme, hein. Donc ce n'est pas du cosmétique. La question de fond, c'est est-ce que les Algériens, dans leur diversité, avec leurs divergences politiques, idéologiques et autres, est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble ou pas dans un état de droit, dans une société démocratique? La question est celle-là. Donc moi je me dis que le fait, pour enlever ces peurs-là qui sont installées, les uns ont peur des autres, ont peur que si jamais il y a une élection, il y a un parti qui gagne les élections, il va interdire les libertés, il va interdire l'alternance et tout ça. Cela a été le cas après les élections de 91. Donc, justement, pour lutter contre ce spectre qui hante les esprits, je me suis dit qu'au moment où arrivera la transition, il serait bien que les partis concernés, les partis IES, hein, ce n'est pas les partis politiques, les partis IES, donc concernés se mettent autour de les partis de façon inclusive. Donc, ils incluent tous les courants politiques, tous les syndicats, etc. Ils se mettent autour d'une table et qu'ils définissent des préalables ou des points qu'ils partagent. Un exemple, par exemple, des points préalables. Vous avez les libertés démocratiques, les libertés individuelles, les libertés par exemple, publiques. L'égalité des sexes, par exemple. Ça c'est en fait, on n'est pas autour d'une table de négociation. Justement, les négociations, ils permettent, c'est à cela. Donc, nous avons des libertés et des droits qui sont universellement reconnus, hein. La liberté de la presse, la liberté de la pensée, qu'on retrouve dans les conventions internationales, qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme, qu'on retrouve. Donc, c'est toutes ces choses-là. Donc, sur la démarche méthodologique, c'est celle-là. Se mettre autour du table, sur quoi on peut s'entendre. Un SMIG démocratique. Voilà. Et une fois qu'on s'est entendu sur ces points-là, ça va faire l'objet d'un texte, d'un document qu'on peut appeler charte, peu importe, et qui aura la force juridique qui sera une force supraconstitutionnelle. C'est-à-dire, quand plus tard on va aller vers des élections, quelle que soit la majorité qui en sortira de ces élections-là, elle ne peut pas remettre en cause ces points-là préalables. Très bien. Brahim Younsi. Oui, bon, la supraconstitutionnalité, me semble-t-il, j'allais presque dire, c'est antidémocratique.
d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'elle va à l'encontre de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, le peuple ne peut pas revenir sur un article quelconque qui était déclaré supraconstitutionnel. Donc la révision n'est plus possible à partir du moment où un article est supraconstitutionnel. C'est inscrit dans le marbre. Ben oui. Plus personne n'a le droit ce de... n'est pas révisable, devient intangible. Peut-être Si juste pour passer cette phase si on respecte transitoire. la supraconstitutionnalité. Oui. Ça, sur le plan interne, la supraconstitutionnalité, dans la hiérarchie des normes, c'est la Constitution qui est au-dessus. Donc la supraconstitutionnelle, l'article supraconstitutionnel va être au-dessus de tous les autres articles de la Constitution. C'est au-delà de la Constitution, c'est au-dessus de la Constitution. C'est ça la question de la supranationalité. Or, la supranationalité, Abbas vient de parler de la Déclaration des droits de l'homme, etc. Il est vrai que les traités, ça tous les juristes le savent, les traités sont supérieurs à la Constitution nationale. Quand on les signe, quand on les ratifie, quand on les souscrit. Oui. Donc il y a les traités sur le plan international, il y a une supraconstitutionnalité. Cela est clair. Mais la supraconstitutionnalité interne est extrêmement, j'allais dire, dommageable. Je prends un exemple. Vous avez le Japon. À la sortie de la guerre, en 1945, le Japon, vous regardez sa constitution, il y a l'article 9 de la constitution japonaise qui interdit la guerre. En tout cas, qui renonce à la guerre. Dit plus de guerre. Il renonce à la guerre. Or, que se passe-t-il? Et ça, c'était un article supraconstitutionnel. Que se passe-t-il avec le Japon? Le Japon a fait la guerre de Corée. Beaucoup plus tard. En 50. Oui. C'est 4-5 ans après la guerre. Donc il a violé ce principe de supranational. Il a été contraint de violer un article supraconstitutionnel. Et d'autre part, le Japon, il viole une seconde fois cet article supraconstitutionnel en participant aux côtés des Américains à la guerre du Golfe. Oui, en effet. C'est dire que c'est extrêmement difficile. On peut se mettre d'accord, effectivement, sur des principes généraux de droit. Et sans que ce soit supraconstitutionnel pour autant. C'est permettre aux générations qui viennent aussi de pouvoir réviser une constitution. Aïssa Rahmoun. Je dirais pour ma part que l'un n'élimine pas l'autre. Je ne vois pas comment ça va remettre en cause la souveraineté nationale. S'il y a des textes fondamentaux, applicables et opposables entre toutes les parties, toutes les tendances, toutes les idéologies qui représentent cette volonté de transition démocratique. Il faut commencer, par enlever, dénuder des fonds de commerce, qui sont la question de la religion, l'identité, la mazirité, qui est un fonds de commerce pour certains, et la question de l'unité nationale. Parce qu'on voit que ces concepts, qui sont très galvaudés, voire des accusations du régime pour ceux qui adhèrent à ces principes, l'islam, l'identité, la mazirité, l'unité nationale, demeurent des fonds de commerce. Les fondamentaux, je comprends, c'est Abbas, les fondamentaux de ce texte vont à la fois mettre la Constitution de côté, parce qu'on dit que la Constitution n'est pas l'émanation de la volonté populaire. C'est ça l'esprit de la l'actuelle Constitution. L'actuelle Constitution, oui. Bien sûr, on parle de l'actuelle, heureusement. Elle n'est pas l'émanation de la volonté populaire. Le transfert du pouvoir populaire n'est pas respecté en Algérie. C'est ça l'esprit d'une transition. C'est le passage d'une période de non-droit, d'un état de non-droit, de non-démocratie, de non-vie sociale et politique à la fois, comme on le dit, à une situation améliorée, une transformation en tenant compte de la volonté populaire. Et les fondamentaux liés au droit public, au droit privé, à tous les droits, doivent être garantis par cette charte, on peut l'appeler charte, parce qu'on ne peut pas... il faut créer notre modèle de transition. Tous les modèles qu'on a connus durant l'histoire des transitions, on ne peut pas les calquer, les prendre et les calquer pour l'Algérie. Il faut créer son modèle de transition à partir de notre histoire, à partir de l'algérien, des mœurs algériennes, à partir du statut de la femme,
qu'il faut avant tout, et je suis pour l'égalité homme-femme, dans l'héritage, dans la participation citoyenne, dans la participation politique, c'est cela se transformer vers un état de droit. Vaste Si je peux me permettre programme. juste Oui. une nuance. Oui. Moi, j'ai parlé de souveraineté nationale, c'est-à-dire que nous sommes dans un système représentatif. Or, la souveraineté populaire, c'est autre chose. Nous ne sommes pas dans le même, c'est encore beaucoup plus important. C'est-à-dire que le peuple intervient directement. La souveraineté populaire, c'est cela, c'est le peuple qui agit et qui nomme presque, quand il élit un député, par exemple, un législateur, il l'élit sur des impératifs. Il faut absolument qu'il obéisse à ces impératifs-là. C'est cela la souveraineté populaire. Et il peut le démettre, parce qu'il s'engage à se démettre s'il ne respecte pas l'impératif, s'il ne respecte pas le mandat qu'on lui donne. Or, dans le système de la souveraineté nationale, le député ou le législateur fait ce qu'il veut, il peut voter ce qu'il veut. Moi, je suis favorable à la souveraineté populaire, indéniablement, où le représentant, entre guillemets, du peuple obéit à un mandat impératif. Il doit voter une chose et il ne doit pas voter autre chose. D'autre part, moi, si je peux être d'accord avec la supraconstitutionnalité, je mettrai dans la Constitution, comme principe supraconstitutionnel, l'interdiction d'annuler des élections quand elles ont lieu démocratiquement. Mais je ne suis pas pour la supraconstitutionnalité. Alors, si je me permets, un tour de micro sur une question que tout le monde se pose. Oui, bien sûr. Alors, en fait, la vie démocratique des pays et des sociétés, c'est toujours des processus qui évoluent. Donc, quand on parle de processus, on sous-entend qu'il y a des séquences. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui s'appelle l'Algérie, qui n'a jamais connu la démocratie. Donc, on n'a pas la culture démocratique. Il y a une peur chez les Algériens, une peur légitime, de dire, si on va aux élections, c'est la roulette russe. C'est-à-dire, si l'autre camp gagne les élections, il va interdire, il va passer, etc. Donc, dans un souci, justement, d'instaurer cette culture démocratique, la séquence, c'est de lever cette peur-là. De dire, on est plein dedans dans ce qu'on appelle la construction politique. Voilà, parce qu'on on n'a est pas dans de vie politique. absolument. Parce que la plupart des pays, peut-être qu'on aura évoqué, qui ont connu la transition, en fait, il s'agissait de redémocratisation de ces pays, parce que ils avaient déjà des partis, des syndicats, et puis ce qui n'est pas notre cas. Nous n'avons jamais eu de système démocratique. Tout à fait. Donc, on a besoin aujourd'hui de passer par une séquence où on apprend à se parler, à se respecter avec nos divergences. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Personne n'a choisi d'être né algérien ou tunisien ou marocain. Nous sommes condamnés à trouver les solutions les plus civilisées, les plus démocratiques et les plus inclusives pour le vivre ensemble. Ça remonte peut-être une précision avant de passer à la question. Aussi, il faut mettre en évidence la question, ça c'est dans les outils et les mécanismes d'une volonté de transition, l'organisation de l'État et le fonctionnement de l'État. Parce que là, on est dans un système qui ne garantit pas la participation du citoyen à travers les institutions élues, et ça reste entre guillemets. Il faut évoquer la question de l'organisation de l'État et du fonctionnement de l'État. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'un débat national, un vrai débat national sur des questions qui fâchent au sein de la société, je ne parle pas de l'échange entre le hiéraquiste et le régime, qui fâchent au sein de la société même, au sein des hiéraquistes eux-mêmes. Est-ce que, par exemple, je donne quelques exemples, la laïcité, l'égalité des sexes en termes de droits, ça veut dire que c'est les mêmes citoyens avec les mêmes droits, la séparation, laïcité, la séparation de la religion de l'État. Est-ce qu'un débat national de ce type peut être pris à bras-le-corps par la société et puisse être discuté sereinement entre les uns et les autres pour donner enfin quelque chose, un consensus quelconque? Comme nous allons le faire maintenant.
Ouais, alors, sera j'espère. Alors, qui se lance? Écoutez, si on quand on parle de laïcité chez nous, c'est la question, bien entendu, religieuse qui se pose, c'est la question de l'islam. Or, qu'est-ce que l'on entend par laïcité? Étymologiquement, c'est la séparation du pouvoir politique ou de l'État avec une institution. Et l'institution ecclésiale, l'Église en particulier, ou les églises. Or, dans l'islam, il n'y a pas de pouvoir religieux. Il n'y a pas de pouvoir spirituel. C'est une usurpation s'il y avait un pouvoir spirituel, parce que cela n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de pouvoir spirituel. Lorsque l'article 2 de la Constitution, ça veut dire l'article, parce que la Constitution est dégressive, l'article le plus important est dans l'article 1, l'article 2 est le plus important après l'article 1. Si l'article 2 de la Constitution vous dit l'islam est la religion de l'État, ça veut dire qu'il confère à la religion ou à ceux qui parlent au nom de la religion le droit de s'ingérer dans les affaires de l'État. D'accord. Mais on va expliquer d'abord ce qu'est la nationalité, la laïcité. Oui. Depuis son existence en Occident. J'allais dire, depuis le Christ, les gens lui donnent rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors que ce n'est pas du tout dans le cas de la séparation politique dont nous parlons. Ça vient du Moyen-Âge, d'Occam on avait parlé, Padoue on avait parlé, c'est eux peut-être qui ont élaboré au Moyen-Âge la question de la laïcité et de la séparation des églises et de l'État. Et c'est dans ce cadre-là dont nous parlons. Il y a un pouvoir spirituel, un pouvoir religieux, comme cela existe dans le christianisme, et il n'existe pas un pouvoir religieux en islam. Chez les sunnites. Oui, chez les sunnites. Et encore, ce n'est pas la même chose. Il y a une hiérarchie quand même. Il y a une hiérarchie. Oui, mais est-ce que le débat sur ces points est possible de façon sereine? Oui, la preuve. Alors, justement, c'est ça le but d'une transition. Tout d'abord, il faut la volonté politique du régime. Parce qu'on ne peut pas imaginer une transition sans la volonté du régime. Il se trouve qu'aujourd'hui en Algérie, c'est l'état-major de l'armée qui est le vrai décideur politique en Algérie. Donc, la volonté du régime. Maintenant, la question, là j'ai pensé à Toutou, comment il a employé et utilisé le concept de l'Ubentu en Afrique du Sud. Un concept religieux où on dit en fin de compte la religion qui a, le régime qui a utilisé l'islam pour se maintenir. Le régime qui a utilisé la question de l'identité pour se maintenir, qui a divisé les Algériens autour de ces questions. Il est de notre devoir, il est du devoir aussi du régime, quand il a la volonté politique d'une véritable transition d'un état de non-droit à un état de droit, d'utiliser encore une fois cette religion pour maintenir la cohésion sociale et se lancer dans des débats apaisés et pédagogiques à la fois. Oui, absolument. En fait, la question posée par Jamel, c'est est-ce qu'il est possible de débattre de toutes les questions? Islam, laïcité, tous les points qui fâchent. Tamazir et tout ça. La question, c'est qu'on ne peut pas le faire dans le cadre du système actuel. On ne peut pas le faire, absolument pas. On ne peut le faire que dans le cadre d'une transition. Alors la transition, les acteurs de cette transition, ils vont être déterminants dans la conduite aussi sur le fond et sur la vitesse à laquelle sera menée cette transition. Donc on aura besoin de gens sages, responsables pour mener cette transition. Moi j'ai un grand espoir. Pourquoi? Parce que quand je vois le Hirak, les manifestations, c'est ma référence. Je vois des millions de personnes qui représentent
on va dire, des courants politiques différents, des couches sociales différentes, etc., et qui se parlent, et ils apprennent à se parler, à se connaître, parce que jusque-là, le pouvoir, en fait, il a monté les Algériens, il passe son temps depuis 1962, voire même avant, à monter les uns contre les autres. Les Kabyles contre les Chaouis contre les Arabes, les laïcs contre les islamistes, les je ne sais pas quoi. Donc, quand on arrive dans une transition, il faut travailler pour pacifier le climat. Après, ouvrir le champ médiatique à tous les courants politiques. Chacun va s'exprimer librement, etc., etc. Je pense que dans une telle atmosphère, dans une telle ambiance, on peut évoquer toutes les questions. Et quand je dis on peut les évoquer, sans arriver fatalement à être d'accord sur tous les points. Il y aura des points sur lesquels facilement le consensus va être vite fait. Sur d'autres, il faut débattre, laisser le débat ouvert. Alors, la transition au Portugal a été la plus emblématique avec l'Afrique du Sud des transitions qui ont eu lieu ces derniers temps, j'allais dire. Nous allons voir quelques images et un commentaire de Chaaban sur le Portugal, sur la transition au Portugal, puis nous reviendrons à notre question. Le 25 avril 1974, à la suite d'une conjoncture très difficile, notamment des suites d'une décolonisation très problématique et qui a coûté beaucoup de vies humaines parmi les Portugais, une faction d'officiers des états-majors, des officiers subalternes, des capitaines surtout, se font les porte-paroles de la sourde contestation populaire et expriment tout haut leur rejet de la dictature militaire qui dure depuis plus de 40 ans. Un régime totalitaire, paternaliste et catholique, l'Estado Novo. En un très court laps de temps et de façon globalement pacifique, les militaires parviennent à renverser le dictateur Caetano, successeur du dictateur Salazar. Cette révolution a pris le nom de révolution des œillets, parce que la population civile avait orné la bouche des fusils des militaires d'œillets rouges. Un processus démocratique est engagé par la désignation provisoire d'un président désigné consensuellement entre les militaires et les partis politiques, le général Spinola, qui allait prendre des mesures très fortes, abolition de la censure, assurer un libre exercice aux partis politiques et aux syndicats, mettre fin à la police politique, amnistie générale aux prisonniers politiques et mise en branle d'une procédure d'élection présidentielle au suffrage universel. Il sera remplacé par le général Costa Gomes, lui aussi désigné, puis remplacé en 1976 par le premier président élu du Portugal, António Ramalho Eanes, qui assurera 2 mandats avant de laisser la place à Mário Soares, président démocratiquement élu en 1986. La transition au Portugal a été très laborieuse et très progressive. Mais elle sera irréversible et fera du Portugal un État démocratique qui parviendra à se sortir d'une stagnation économique qui l'a distingué pendant des décennies et qui a entraîné une émigration massive de la population active vers les autres pays européens. Aujourd'hui, le Portugal est parvenu à un niveau économique très appréciable et le flux de l'émigration s'est renversé puisque des millions de Portugais sont revenus au pays. Où l'on voit donc cette transition a été le fruit non pas d'une révolution populaire, mais de l'engagement d'officiers de l'armée qui l'ont impulsé, puis qui ne l'ont pas gardé, le pouvoir, qui l'ont remis, restitué au peuple, et où ils ont accompagné jusqu'à l'élection, la première élection démocratique du chef de l'État, puis ils se sont totalement et progressivement retirés de la vie publique. Alors, j'aimerais vous poser 2 questions d'abord. Beaucoup de nos observateurs considèrent que l'après 88, notamment les ouvertures politiques, multipartisme, liberté de la presse, la libéralisation économique, beaucoup considèrent que c'était une transition vers un mieux-être, vers mieux.
D'autres considèrent au contraire que il y avait tromperie sur la marchandise, qu'il n'y a pas eu de libéralisation économique. On s'est retrouvé du jour au lendemain avec des messieurs Sucre, monsieur Semoule, que la liberté de la presse, c'est une fausse liberté de la presse, puisqu'ils ont pris les mêmes qui étaient au secteur public et qu'ils les ont recyclés, qu'il n'y a pas eu d'ouverture réellement politique, puisque les partis qui ont été créés dans leur quasi-totalité, sauf 2 ou 3, parmi eux étaient des épiceries politiques, composées généralement d'opportunistes. Alors, à votre avis, est-ce que l'après 88 a été une transition démocratique en Algérie? Je me lance, mais je vais juste ajouter quelque chose par rapport à une petite précision par rapport au Portugal. En fait, le Portugal, c'est la conjugaison de 2 phénomènes qui sont arrivés en même temps. C'est pas, on ne peut pas résumer ce qui s'est passé au Portugal au seul fait d'un groupe de capitaines qui se sont réveillés, ils ont dit voilà, il faut basta la dictature, il faut aller vers la démocratie. Je le disais la semaine dernière, en fait, c'est en 1973, donc 1 an avant la Révolution, ce groupe-là a créé le MFA, un groupe. Donc, il s'appuie sur des revendications corporatistes, donc sur leurs salaires, sur leurs conditions d'officiers. Et après, le deuxième facteur, c'est le mouvement social. J'insiste sur ça. Il y avait un mouvement social au sein de la société portugaise très, très important. Ils étaient organisés dans les usines, dans les champs, dans les fermes et surtout dans les universités. La jeunesse était à l'avant-garde. Donc, et pourquoi? Parce que le mouvement-là allait jouer un rôle à toutes les séquences de la transition démocratique au Portugal. Quand 1 an après, ce groupe de jeunes officiers, de capitaines, sous la pression de la rue, sociale, ils étaient obligés d'élargir leurs revendications vers des revendications sociétales, c'est-à-dire de la transition démocratique, etc. Et après, dans le groupe de généraux qui était à la tête de l'armée, il y avait effectivement le général Spinola, qui se démarquait par rapport aux autres généraux. De ce fait-là, il était, on va dire, critique de la période de Salazar. Donc, c'est sur ce point-là qu'il a été choisi chef d'État. Sauf que, vous allez voir encore le rôle de la rue, sauf que lui, il a commencé à aller doucement. Il a mis beaucoup il est devenu tiède d'un seul coup, il freinait. Et lorsqu'il a essayé de dissoudre le mouvement, le MFA, les capitaines, là, la rue est sortie et il a fui à Madrid. Et c'est à partir de sa fuite à Madrid que les choses sont rentrées définitivement dans l'ordre. Donc on est passé à l'élection d'une assemblée constituante, etc. C'est très important, c'est-à-dire pour toute transition, la vigilance, elle doit être de mise. Et la vigilance, c'est la vigilance du peuple. Parce que le seul garant de la réussite d'une transition, ça reste toujours le peuple. Alors, on va rester d'abord dans cette thématique avant d'aborder octobre 88. Il faut dire que les officiers, les capitaines portugais avaient une orientation politique et idéologique. C'était quasiment tous de gauche ou d'extrême gauche. D'extrême gauche. Oui, bon, c'est raison de gauche ou d'extrême gauche. Tous. Bon, on a connu, nous, Otelo de Carvalho, il venait souvent voir Ahmed Ben Bella. D'ailleurs, il était rentré avec lui en 90, et puis il l'a empêché de rentrer à Alger, Otelo de Carvalho. Donc, la révolution des œillets, c'est aussi un coup de force. C'est pas un coup d'État. C'est un coup de force qui a été fait par les capitaines. Mais pas pour s'accaparer le pouvoir. Non. Là est toute la différence. Ben oui, ils ont fait un coup de force. Et effectivement, la démocratie a pu s'imposer. Mais parce qu'ils avaient, comme le disait Abbas, le mouvement social avec eux et derrière eux. Il y a une autre transition qu'on peut considérer comme emblématique aussi. Parce qu'il n'y a pas eu de coup de force. Et c'est le système lui-même. Et pourtant, c'était le fascisme. C'est l'Espagne. Oui. C'est l'Espagne. Franco
avait décidé de redonner à la monarchie. En fait, c'est le putschiste lui-même qui a entrepris la transition vers la démocratie. Absolument, absolument. Franco désigne, enfin un homme, et puis bon, bien sûr, il investit au Cortés, Juan Carlos. Dès 1969-70, il a restauré la monarchie. Pour restaurer la monarchie et lancer le pays dans un processus transitionnel et un processus démocratique. Oui. Et Franco avait comme Premier ministre, comment s'appelle-t-il? Rappelez-moi son nom. Arias Navarro. Oui, Navarro. Oui. Arias Navarro. Franco savait qu'il était malade. Bon, on sait qu'il décède le 20 novembre 1975. Le 22 novembre 1975, Juan Carlos est investi roi par les Cortés. Donc, l'ouverture se fait. Arias Navarro démissionne parce qu'il était du parti fasciste, parti unique, le mouvement national, etc. Ce que fait Juan Carlos, il nomme un autre fasciste à la tête, qui était le secrétaire général du mouvement national. Son nom va me revenir, il est très connu. Et puis, il Donc conduit... jusque-là, il n'y a pas eu encore de transition démocratique. Non, voilà. Ça reste juste de la restauration de la monarchie. Mais le monarque, Juan Carlos, allait vers la démocratie. Et on préparait les partis politiques. D'ailleurs, la Pasonaria, Dolores Ibaruri rentre... Non Pasaran. Qui rentre à Madrid, Santiago Carrillo rentre à Madrid, toute l'opposition des années 30 à Franco est rentrée à Madrid. Et le Parti communiste... La démocratie est entrée en force. Elle est passée, c'est un passage en force. Non, quasiment, mais quand même. Et les élections législatives ont eu lieu. C'est le Parti socialiste, c'est en 1982, c'est le Parti socialiste qui est vainqueur et qui prend le pouvoir avec Felipe González. C'est-à-dire, c'est le fascisme lui-même, ce sont les fascistes qui ont organisé la transition. Mais comme il y avait un soubassement démocratique, mais il faut dire que aussi bien pour la Grèce ou pour la Turquie, c'est aussi des transitions démocratiques qui sont venues, la transition est venue de l'extérieur. J'allais presque dire de la pression, parce qu'ils voulaient absolument rentrer dans l'Union européenne. C'était aussi le cas de l'Espagne, c'était aussi le cas du Portugal. Mais là, on peut en tirer une petite conclusion, c'est que les dirigeants de ces deux pays, du moins, étaient suffisamment intelligents pour avoir deviné la marche du temps. Ils ne l'ont pas contrarié, ils s'y sont inscrits et ils ont pu sortir, si ce n'est pas la grande porte, du moins de façon sécurisée. Parce que comme je le disais à juste titre, Abbas, c'est que un mouvement social, les forces sociales de tous ces pays-là, oui. On sait ce qui s'est passé en Grèce avec les colonels grecs, qui étaient terribles, et on sait ce qui s'est passé avec les généraux turcs. Et la pression de la société, plus à l'extérieur, notamment l'Union européenne pour ce qui les concerne, parce que aussi bien la Grèce... J'allais dire, c'est Brahim, c'est voilà justement l'apport de la communauté internationale. Vous savez qu'en Afrique du Sud, deux éléments qui ont aidé à la transition démocratique, un, le régime de l'apartheid qui était décrié à l'opinion internationale, les violations graves des droits humains, mais aussi la volonté du régime de l'apartheid de se lancer dans l'aventure du nucléaire. Ça représentait un danger pour la communauté internationale. Et là, comme balise, comme soutien et pression politique à la fois, la communauté internationale était dans l'intérêt, dans l'obligation de soutenir une transition démocratique en Afrique du Sud. Est-ce que c'est le cas pour notre... C'était sans doute le cas pour l'Espagne et le Portugal aussi, à la porte, qui sont des pays européens. Il y avait un soutien principalement de l'Europe. Est-ce que c'est le cas pour l'Algérie aujourd'hui? Je pense que ce qui s'est passé en 88, on va y venir. Oui. Je crois que de ce côté-ci, de la Méditerranée, pour ne pas parler de l'Atlantique, regardez cela avec bienveillance, entre guillemets, ce qui s'est passé quand... Il y a eu une transition, parce qu'on va y venir, il y a eu une transition qui a avorté. Je suis sûr que ni Hussein Ait Ahmed
et nous en avions, Dieu sait, parlé de cela en 88, ni Hussein Ahmed, ni Ben Bella, ni d'autres ne seraient rentrés s'ils n'avaient pas cette perspective d'une transition, une transition sérieuse. Bien sûr, ça a avorté. Ça a avorté, nous connaissons tous les raisons pour lesquelles cette transition... Quelles sont-elles, Brahim Younsi, c'est le mouvement social, il faut dire les choses, le mouvement populaire a fait que les choses dérapent. Alors, Aïssa Rahmoun, parce que vous avez un petit déficit de temps de parole, est-ce que c'est une transition, ce qui s'est passé après octobre 88? Moi, je dirais que c'était le début d'une transition. On n'était pas dans une transition dans le sens où la construction politique commençait à se faire en Algérie, avec la création de partis politiques, avec une aventure médiatique et artistique à la fois. Il faut se souvenir que beaucoup de salles de théâtre étaient remplies par des troupes théâtrales. Il y avait des galas, des chanteurs qui produisaient. Il y avait une vie sociale. Ça, c'était le début d'une transition. Tantôt, bien sûr, on le dit tous, la parenthèse était fermée. Pourquoi? Parce qu'il y avait risque sur la pérennité du régime et que le régime n'était pas prêt à se réformer lui-même. Il n'était pas prêt à remettre le pouvoir au peuple. Et tantôt, la parenthèse était fermée. Je dirais que c'était le début d'une transition. D'ailleurs, on avait commencé par parler de rupture, les gens du régime eux-mêmes, puis ils ont tourné kazakh pour parler de continuité dans le changement, si vous vous rappelez. Hein? Oui, c'était ça. Et parallèlement, on se souvient aussi c'est un épisode très, très récent, la prise de pouvoir, ce coup de force de Gaïd Salah, du défunt Gaïd Salah, qui pouvait être un des éléments d'une transition, l'élément clé d'une transition. Oui, il pouvait sortir par la grande porte. Oui. Sauf que les militaires, aujourd'hui en Algérie, j'ai fait le tribunal militaire, quand tu arrives au tribunal militaire, tu trouves une quarantaine, une cinquantaine d'officiers, de sous-officiers, d'Junoud, qui passent devant le tribunal militaire pour un gemme qu'ils ont fait un MRDZ, ou la Zetot, ou la XAY, le Karim Tabou, etc. Ils sont là pour ces faits. Et dans l'armée, justement, pour revenir à la question, à la transition démocratique de ces officiers au Portugal, c'est que notre régime, la police politique algérienne, avait compris qu'il fallait faire déjà un travail d'assainissement dans l'armée, par la suite s'occuper de la rue. Ils ont commencé par l'armée. Et puis, très vite, pardon, c'est Abbas, très vite, un ennemi potentiel, à l'époque, qui n'avait pas été identifié. Il sera identifié après les élections de 81. Mais à ce moment-là que vous décrivez, où il y avait une sorte de floraison démocratique qui n'est malheureusement pas allée à son terme, je me rappelle que les islamistes avaient droit de citer. On les voyait souvent avec Mahri, avec Aït Ahmed, des débats, même je me rappelle de ce fameux débat entre Saïd Saadi et Abbasi Madani, Rabbi Rahmou. Il y avait ce balbutiement démocratique qui commençait à... Et puis, d'un seul coup, juste après les élections... Là, je dirais un sujet de bac philo. Oui. Pourquoi arrêter un processus démocratique tout en sachant que l'issue de ce processus va remettre la démocratie en cause? Quand on agrée, quand on donne le crédit à un parti politique qui a comme fond de commerce la religion, l'identité, la langue d'un pays, on ouvre la porte à tous les extrémismes en fin de compte. Est-ce que ça a été piégé? Est-ce que la classe politique de l'époque était piégée? C'est la question qu'il faut se poser en fin de compte. Ce début de transition démocratique, est-ce qu'il n'était pas piégé au préalable par la police politique? C'est un débat qui est d'actualité. En fait, je n'ai pas répondu à cette question-là, est-ce que c'est une transition ou pas. En fait, les transitions, il y a deux formes de transition. On a évoqué tout à l'heure l'Espagne, le Portugal, la Grèce. On a des transitions dont l'initiative vient du pouvoir lui-même. C'est le cas de l'Espagne. Donc ça vient en anglais on parle de top-down, on parle de transition top-down. Donc ça vient des dirigeants
Et la deuxième forme, c'est le mouvement social qui impose la transition, comme c'était le cas au Portugal, par exemple. Alors, dans un cas ou dans un autre, c'est l'autonomie dans la conduite de la transition. Nous, la transition en Algérie, elle était contrôlée par le régime. Elle était contrôlée de bout en bout. Et ils ont imposé, parce que pour moi, une transition qui vient de la volonté des dirigeants passe par des négociations. On se met autour de la table. Et Aït Ahmed et beaucoup d'autres n'arrêtaient pas d'appeler justement, de se mettre autour du dialogue pour définir justement, pour définir les garanties, les conditions de la transition. Pourtant, au Portugal, ça s'est passé de façon quasi unilatérale. C'était les militaires qui avaient d'abord désigné un chef de l'État, même s'ils ont un peu consulté, puis qui sont allés vers la nomination d'un deuxième président avant d'aller vers les élections. Mais sous la pression, il n'y avait pas de dialogue proprement dit, mais sous la pression populaire, bien sûr. Il y a eu, en fait, si on rentre dans le détail, pour chaque expérience, il faut une émission. Il y a eu une constitution provisoire. Au Portugal. Un an après, donc il y a eu des élections législatives, ce qu'on appelle les constituantes, qui allaient se charger de rédiger une constitution qui est toujours en vigueur jusqu'à aujourd'hui. En Algérie, la pseudo, pour moi, c'est une fausse transition, c'est une fausse ouverture. Pour preuve, ils avaient tout préparé. Ce qui s'est passé en octobre, on a tiré sur des civils, sur des jeunes, on a tiré à balles réelles. 500 morts. 500 morts pour pousser à la radicalisation. Une partie de la jeunesse à se radicaliser. Donc il y avait tout un scénario qui était préparé pour aller vers un affrontement. Ils ont tout fait pour arriver à un affrontement, à la violence, parce que c'est leur terrain de prédilection. Oui. Et pour la suite, se justifier au niveau international. Voilà, soit c'est nous, soit vous avez une république intégriste. Voilà, donc tout était... Et après, effectivement... Le peu de temps qu'on a eu, les débats et tout ça, c'était vécu par les Algériens comme quelque chose de formidable. Hein. Ça, on ne peut pas le remettre en cause. Et effectivement, il y a eu un début d'espoir et tout ça qui allait très très vite tourner au cauchemar. On a tout fait de déchanter. Je fais juste une nuance. Oui. Parce que pas seulement je suis persuadé, je le sais. C'est que Hussein Aït Ahmed, le FFS, participe à toutes les élections, quasiment toutes. Il en a boycotté deux élections, mais parce qu'il y croyait. Il y croyait. Il a participé, il y croyait, fondamentalement, il y croyait. Je rappelle que Abbas Hamadan était un proche d'Aït Ahmed, qu'il était parmi ses conseillers. Je le sais. Néanmoins, j'ai eu beaucoup de discussions avec Hussein Aït Ahmed, y compris là-dessus. Et il était convaincu que la transition pouvait... Il était en marche. Oui. Sinon, il n'aurait pas marché. Il le connaît. Mais il a plus boycotté les élections que participé, il a participé, il a accepté des compromis, il a fait des compromis, etc. Ça, c'est tout à son honneur, bien sûr. Pas de problème, parce qu'il voulait absolument aller vers une vraie transition. Voilà. Il n'était pas le seul. Il est vrai aussi que le FFS avait une tradition de parti, contrairement à d'autres. Moi, on peut dire, même le MDA avait une tradition de parti, parce que quand même, le parti naît en 1982, et il y avait d'autres partis comme l'OST. Et c'est ça que Mouloud explique quant à l'ouverture, quand il disait qu'il ne fallait pas agréer 60 partis. Oui, non, mais c'est pas seulement le problème. Qui sont ancrés dans la société. C'est pas simplement la question de l'agrément. C'est la question de la participation aux élections. Un parti ne se crée pas du jour au lendemain, le fils ou un autre. Parce qu'il y a une culture de parti. Et on va aux élections. On apporte souvent de l'eau au moulin de l'adversaire. Et on a apporté de l'eau au moulin de l'adversaire.
C'est ça aussi le problème, parce qu'un parti, il faut 10 ans pour qu'un parti soit un parti et qu'il peut aller aux élections. Une identité politique. Absolument. Avoir une Et identité ça politique. fait beaucoup de mal à la démocratisation et à la transition. Il y a aussi la subversion qui a fait beaucoup de mal. Non, mais ça, c'est Moi, clair. je me rappelle que le parti d'Aït Ahmed, le FFS, avait été à dessein ghettoisé, confiné à la seule Kabylie, avec des discours subversifs, je m'en rappelle, qui se cachaient à peine. Ça n'a pas marché parce qu'un certain nombre, je vais employer, pardonne-moi le terme d'élite, un certain nombre de personnalités qui étaient parmi l'élite, qui ont rejoint le FFS, qui en étaient même à la tête. Oui. C'est pas toujours vrai, c'est pas simplement... Alors, je vais me permettre de vous interrompre, Brahim Younsi. À supposer, c'est la question qu'on n'a pas posée la semaine passée, qui est restée un peu... les réponses nous ont laissé un peu sur notre faim. Ce régime a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une chance en or de sortir par la grande porte. Comme lors de cette histoire avec Gaïd Saleh. Pardon. Pourquoi n'a-t-il pas saisi cette chance de proposer aux Algériens de désigner leurs représentants pour pouvoir aller à une transition? Ça leur aurait pris des années, ils auraient pris tout le temps pour partir doucement, ça leur aurait permis de négocier les conditions de leur départ, et ça aurait pris plusieurs années. Pourquoi n'ont-ils pas eu l'intelligence et d'ailleurs, ils nous auraient mis face au mur parce qu'on ne serait jamais entendu sur la désignation des représentants et le régime aurait pu sortir vraiment par la grande porte. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Premièrement, c'est que le régime déjà n'a pas su se réconcilier avec les Algériens. Depuis pratiquement l'indépendance, il y a eu cumul de crises, cumul de violences contre le peuple algérien. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une guerre civile. Et la guerre civile, elle a coûté ce qu'elle a coûté pour les Algériens. Il ne faut pas oublier qu'on a eu 15 ans de dilapidation du pays. Moi, je dirais plutôt une guerre contre les civils. Je ne dirais pas une guerre civile. Une guerre contre les civils, c'est une guerre civile. Oui. Quand il y a perte d'hommes, perte de femmes, quand il y a mort, des déplacés, beaucoup de disparitions, les disparitions forcées, on est dans la guerre civile. On n'est pas loin de l'Argentine, on n'est pas loin des pays, des dictatures de l'Amérique latine. Et 15 ans de dilapidation. Est-ce que le régime attendait des signaux de la société civile, de l'opposition, d'une garantie que leurs enfants, parce que ce qui bloque les transitions démocratiques, c'est la négociation, c'est l'impunité. Oui. Est-ce qu'ils cherchaient une impunité pour sortir par la grande porte, ou par la petite porte, pour s'en sortir? Que les châteaux qu'ils ont fait, toutes ces richesses du peuple algérien qu'ils ont détournées, tous ces Algériens qui sont morts, où la responsabilité du régime, d'une manière directe ou indirecte, est engagée. Est-ce qu'ils ont eu cette garantie? Ils ne l'ont pas eu. Et c'est pour cela qu'il faut se maintenir encore une fois au pouvoir. Et c'est ce qui est la nature du régime. On dit chasser le naturel, il revient au galop. C'est un régime qui prend les Algériens pour des petits bébés. La culture du paternalisme. On n'est pas encore mûr pour exercer la citoyenneté. Et c'est ça la négation. À ses yeux. À ses yeux. D'accord. À ses yeux. C'est ça la négation de la citoyenneté du peuple. C'est l'antisocial et l'antipeuple à la fois. J'aimerais que dans vos réponses, vous puissiez associer aussi ce processus démocratique qui s'est passé à nos portes, à côté de nous, chez notre voisin tunisien, et qui a relativement très bien marché jusqu'à un certain moment, et il a un peu dévié à cause de conditions autant endogènes qu'exogènes. Mais j'aimerais que vous en touchiez un mot aussi, puisque ce sont nos plus proches voisins. Pourquoi les généraux, la camarilla des généraux n'a pas saisi cette occasion en or pour entrer dans l'histoire par la grande porte? Moi, j'expliquerai ça par la culture politique de ces généraux. Nous n'avons pas affaire à des généraux qui ont la culture d'État, de l'intérêt général. Donc, ils voient l'Algérie comme une grande caserne. Donc, eux, ils ordonnent et les autres exécutent.
Donc il y a ce problème-là. Nous n'avons pas des généraux qui, malheureusement, qui ont cette culture. L'Algérie, c'est une caserne, ils la voient comme une caserne. Donc alors, pour la Tunisie, on a tous applaudi, on était contents de ce qui s'est passé, on était ravis. C'était le plein ravissement pour nous, parce que c'est nos voisins, on partage l'histoire, on partage la géographie. Et malheureusement, ça... après, moi, j'ai été étonné, par exemple, parce que ça mérite, la Tunisie, ça mérite un débat aussi, juste sur un point. Ce qu'il est en train de faire Kais Saïed actuellement, c'est inimaginable. Est-ce que vous savez que dans la constitution tunisienne, il n'y a pas de cour constitutionnelle? Donc ça, c'est un garde-fou. C'est-à-dire, aujourd'hui, juridiquement, pour un Tunisien, pour un parti, syndicat ou pour un citoyen tunisien, il ne peut pas remettre en cause, c'est-à-dire il n'a aucun moyen de recours contre les décisions que ce apprenti dictateur prend tout seul. Parce que la Cour constitutionnelle, on le trouve dans toutes les Cour ou les conseil, oui. C'est-à-dire, c'est quand un président dépasse les limites, outrepasse les dispositions on constitutionnelles. peut saisir la Cour. Il n'y a pas, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. C'est quand même étonnant. Ce n'est pas aussi une référence parce qu'en Algérie, on a une Cour constitutionnelle, mais quand l'indépendance de la justice n'est pas de mise, quand il n'y a pas séparation de pouvoir, quel est le rôle de la Cour constitutionnelle? L'Algérie, il n'y a aucune institution qui sert à quoi que ce soit. C'est des façades. C'est des façades, on ne parle même pas. Par contre, la Tunisie, c'est vraiment... C'est des vraies institutions. Ils ont fait, ils ont réfléchi à plein de choses qui étaient très pertinentes. Ils ont beaucoup... Moi, j'ai lu Comment ça se fait qu'il n'ait pas réfléchi à un conseil ou à une cour constitutionnelle? J'aimerais bien... c'est curieux. C'est curieux. Un constitutionnaliste. Ils ont une vraie élite. Moi, j'ai lu des rapports qui ont servi justement... Parce qu'en fait, dans la transition, il y a l'Assemblée, les Cortes tout à l'heure pour les spectateurs. Los Cortes, c'est l'Assemblée, c'est les députés, pour les gens qui ne parlent pas espagnol. Voilà. C'est l'Assemblée nationale. Donc en fait, ils ont travaillé ils ont été nourris intellectuellement par des rapports sur les... Ils ont même travaillé, j'ai lu des rapports sur la transition avortée au Bénin. Ouais. Donc c'était vraiment... Et je ne comprends pas comment ils n'ont pas pensé à une institution aussi importante que la Cour constitutionnelle. Ça leur aurait évité le contexte actuel. Ça aurait permis au moins de contester juridiquement les décisions qui sont en train d'être prises. Brahim Younsi, pourquoi ce régime n'a-t-il pas pensé à proposer aux Algériens de désigner leurs représentants pour pouvoir discuter avec lui, partir doucement, à son aise, négocier les conditions de son départ? Comment n'a-t-il pas eu cette présence d'esprit, cette intelligence minima? Parce que tout simplement, il ne voulait absolument pas céder le pouvoir. La réponse, pour moi, est simple. Il ne voulait absolument pas quitter le pouvoir. Issa Rahmoun tout à l'heure a soulevé un certain nombre de choses, la peur d'être jugé, la peur, etc. Effectivement, comme ailleurs, les négociations pouvaient avoir lieu, notamment après les tueries de 88. Ils pouvaient donner même dès lors, entre guillemets, en pâture le présenter devant la justice et laisser la justice faire son travail. Je veux revenir, et ça a un lien, revenir à ce que disait Abbas tout à l'heure, à savoir que aujourd'hui encore, nous sommes face à deux approches de transition. L'approche systémique que tu as soulevée et l'approche structurale. Qu'est-ce que cela veut dire? Par l'approche systémique, et nous l'avons constaté, nous le constatons depuis, mais ça peut être un processus long, mais malheureusement, Issa tout à l'heure parlait de Gaïd Salah, etc., c'est la dégradation du système. Le système se dégrade tous les jours. C'est comme diraient les physiciens, c'est l'effet d'entropie. Il y a une entropie qui travaille le système, qui le dégrade. De déchéance. Oui, mais qui dégrade le système à l'intérieur et bien sûr par l'environnement. Par toutes les manifestations qui se font, le système se dégrade. Et devant la dégradation du système,
s'il y a une force, et c'est l'approche structurelle, le rapport de force se fait, et ce que les gens appellent le Hirak, pour moi c'est une révolution qui est toujours en cours. Et cette révolution a mis le pouvoir en échec. Encore plus parce qu'elle vous avait m'amenez compris. tout naturellement. La Parce qu'elle transition avait- que je voulais faire, comment organiser la transition si tant est que ce régime se décide à ne pas l'empêcher, à ne pas user de la violence, qu'il accepte, à supposer. Comment ça pourrait s'organiser? Est-ce que le Hirak pourrait se doter de leaders? D'ailleurs, est-ce que ce n'a pas été une erreur de ne pas le faire plus tôt? Est-ce que le Hirak pourrait trouver, le Hirak ou ce potentiel de contestation pourrait trouver les voies et moyens pour s'organiser afin de désigner ses représentants? Comment voyez-vous les possibilités éventuelles d'une organisation pour structurer, pour s'organiser, définir une feuille de route et aller vers la transition si tant est que ce régime soit dans l'acception? Alors, toutes les transitions passent par des institutions transitionnelles ou provisoires. Donc, la transition, ce qu'il faut comprendre, c'est pas quelque chose, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pourquoi? Le temps, justement, de créer les conditions politiques, juridiques, psychologiques et tout, avant d'aller vers l'élection d'une assemblée constituante au bout de tout cela. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme institution dans la phase de transition? Il y a lieu, dès que la transition est amorcée, l'Assemblée actuelle et le Sénat et tout ça seront fatalement dissous. Donc, il faut le remplacer par un conseil, moi j'appellerais ça un conseil du 22 février, dans lequel seront représentés les avocats, les gens qui ont émergé dans le Hirak, les représentants du syndicat autonome par rapport au pouvoir et tout ça. Le rôle de ce conseil national-là, c'est justement de rédiger, tout à l'heure je parlais de la charte supraconstitutionnelle par exemple, et de surveiller le gouvernement. Voilà. Et de préparer justement les cadres, les outils, les juridiques et tout pour aller dans la Constitution, vers une assemblée constituante. Donc ça, après il y aura un exécutif. Alors l'exécutif, on a le choix. C'est-à-dire, soit il y aura un gouvernement, c'est sûr, qui va gérer les urgences sociales, etc., et avec un programme qui sera discuté avec le Conseil national au niveau des priorités et tout. Faut-il mettre une présidence collégiale? Moi, je serais pour, par exemple, qui va justement être l'arbitre. Et c'est très, très important pour par exemple, de 3 personnes. Hein, une présidence, ça fait partie de l'exécutif. Donc, ça va être un exécutif bicéphale. Gouvernement technique et une présidence collégiale. On peut mettre des personnes, par exemple, Jamila Bouhirat, c'est une personnalité incontestable. Très consensuelle. Consensuelle. On peut mettre 2 ou 3, donc des sages, des gens qui vont... Mais pardonnez-moi de vous interrompre. Tout à l'heure, j'ai dit acception, je me suis trompé, c'est acceptation. Hein, si tant est que ce régime est dans l'acceptation. Nous revenons comme la dernière fois dans cette question qui est le premier, de l'œuf ou de la poule. Avoir un conseil national, des structures, mais qui va les désigner? On va être, s'il y a transition, on ne va pas être dans une situation normale. Donc, à situation pas normale, solution pas normale. C'est un peu un paradoxe de toutes les transitions. Donc on est obligé de passer dans un premier temps. On a vu l'Espagne. L'Espagne, ils ont gardé les institutions de franquistes avant de... C'est pour ça que je dis les processus... Ça veut dire qu'il y a toujours une décision unilatérale venant du régime lui-même, en fait, comme au Portugal, comme en Espagne. En fait, c'est les officiers portugais qui ont conduit un peu la transition jusqu'à un certain moment. C'est Franco lui-même qui a conduit la transition jusqu'à un certain moment. Est-ce que nous pourrions opter pour ce scénario, laisser
la junte algérienne mettre je en peux place... je peux terminer c'est pour Oui, donner, oui, bien donner sûr. une photographie de ce qu'on peut... Donc, par exemple, les membres du CNT ou du gouvernement ou des institutions de transition, ils s'engagent devant le peuple et ils écrivent qu'ils seront candidats à rien du tout, à aucune élection. Voilà, donc ça porte... Ils feront la transition et ils Ils renoncent Et puis à une vie a commencé politique. en Algérie, faut pas. Ils se qu'on oublie retirent ça, pas ça. de la vie politique parce qu'ils restent citoyens. À tous Mais les en tous les sièges cas, élus éventuellement. ils s'engagent à n'être candidats à rien du tout, ni aux assemblées nationales, ni populaires. Et quelque chose de très important, c'est le rôle des médias pendant cette transition. Le rôle des médias, pour moi, je vois trois rôles. Premier rôle, c'est donner la parole au courant qui représente la société, voilà, à la diversité, la faire voir. Le deuxième rôle, c'est un rôle de surveillance sur ce qui se passe parmi les ministres et tout, un rôle de surveillance. Donc ils peuvent enquêter, rendre public, etc. Et la troisième fonction des médias, c'est justement participer à la politique. Mais pour faire tout ça, il faut et je vous donne la parole à Issa Rahmoun, pour faire tout ça, il faut un socle de lois législatives, réglementaires. C'est ce que j'allais dire. C'est le parce que Conseil national. Ça a commencé en Algérie. Faut pas qu'on oublie qu'il y avait plusieurs initiatives. Le Forum de la société civile, l'initiative du PAD, le Forum pour le changement, le NIDA 22, il y avait plusieurs initiatives. Ça ne veut pas dire qu'on préfère une initiative à l'autre. Mais le débat était enclenché. Par le Magharibia aussi, on a assumé des débats. Le débat était là. Les contours d'une charte éthique, d'une charte de fonctionnement, d'une charte de transition allaient se mettre en place. Il faut pas oublier qu'il y avait un groupe qui assurait le rôle de trait d'union entre les différents forums de discussion et les différentes initiatives. On était sur cette démarche. Mais tantôt, comme je disais tout à l'heure, chasser le naturel, il revient au galop. Le régime a refusé toute proposition émanant de la société civile, du PAD, des partis politiques, de tout le monde. Donc, on revient toujours... Au point de qualifier les gens qui parlaient de transition de traîtres. Oui. Ouais. Je me souviens au procès quand on était au collectif de défense de Louzahnoun, au procès de Tawfiq et Saïd Bouteflika, le magistrat, en audience d'appel, il a pratiquement à la limite de la bagarre avec un avocat qui lui disait « Moi, je crois en la transition ». Et le magistrat lui-même, qui était dans le catalogue, qui était dans l'esprit de Gaïd Salah, il lui dit « Non, la transition est une trahison ». C'était ça. Voilà un magistrat qui abandonne sa casquette de juriste, de juge, pour s'occuper de la politique. Donc, en fin de compte, il s'agit avant tout d'une volonté réelle politique du régime de transformer un état de non-droit vers un état de droit. Les initiatives, ça ne manquait pas. Que cette volonté existe au sein L'essentiel du que la régime. volonté existe. Sinon, ce n'est pas possible. C'est la condition sine qua non. Et si pour ce régime transition. s'arc-boute dans son refus, dans son déni de toute transition. C'est l'impasse. Pourquoi c'est l'impasse? On se retrouve devant une caricature. C'est l'histoire de l'aigle et le serpent. Tout un chacun guette l'autre. Personne n'arrive à prendre l'autre. Le serpent qui n'arrive pas à avoir l'aigle parce qu'il vole. Et l'aigle qui a peur du serpent parce qu'il a des morsures. On est dans l'impasse. Et la première des volontés, c'est la volonté du régime. En fait, l'impasse, il faut le dire, elle est circonscrite dans le temps. Hein. Il n'y a aucune dictature. Les régimes les plus forts, les plus solides, ont fini par tomber. Hein. Salazar, le salazarisme, c'est 50 ans. L'Union soviétique, le stalinisme, c'est voilà. Donc ces régimes. C'est une question de temps. C'est une question mais la de finalité temps. est la même. Ils sont en train de, pour moi, ce régime-là, il continue de pourrir sur pied. Brahim Younsi, sur cette question. C'est très difficile de percevoir les enjeux de ce type. Mais il y a, vous l'avez soulevé, sur la question notamment des représentations. Comment est-ce que
quelqu'un peut représenter un mouvement social, un mouvement révolutionnaire? Quelles sont les modalités? Par quelle modalité? Tu m'excuses, Ibrahim, on a oublié un détail. En 2001, on avait l'expérience, en 2001, avec le mouvement des mouvements citoyens en Kabylie, où il y avait cette représentation avec les délégués de citoyens, des communes, des daïras. Ils ont fini par abandonner la cause. Et le peuple algérien se souvient de ça. Si on a des représentants, ils peuvent très bien se faire corrompre. Oui, ça c'est clair. Là, c'était un problème. Mais l'essentiel de l'essentiel, je pense, c'est avoir des modalités. Par quelles modalités quelqu'un pour d'abord le légitimer? Pour le légitimer, il faut des modalités de légitimation. Quelqu'un qui est légitime. Ensuite, les modalités de représentation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être légitimes, mais qui n'ont pas la qualité de représenter. Donc, d'abord définir les modalités de légitimation, par quels moyens on légitime les gens, et par quels moyens ils nous représentent. Ça, c'est une chose importante. Pour ce qui est du pouvoir, il y a deux choses. Je crois que nous avons inscrit dans notre débat la justice transitionnelle. On va y venir, voilà. juste après. La justice transitionnelle. Ou c'est l'amnistie, mais une amnistie réelle, une amnistie véritable. Pour tout le monde. Pour tout le monde. D'accord. Pour tout le monde, évidemment. Il n'y a pas d'amnistie partielle. C'est l'amnistie pour tout le monde, où il y a la justice. Et la justice... mais vous nous y amenez, Brahim Youssi, pardon. Vous nous y amenez parce que j'ai envie de vous poser une question pour essayer de vous canaliser dans un sens qui va nous amener justement à ce point très important de la justice transitionnelle. Qui dit amnistie générale, en principe, doit obéir à 3 critères généraux qui sont la reconnaissance du crime, la repentance exprimée publiquement et les regrets d'avoir commis, je regrette d'avoir fait ça, et la repentance exprimée publiquement. Sans ça, nous ne pouvons pas aller vers... On ne peut pas amnistier quelqu'un qui ne reconnaît pas avoir commis de crime, qui ne le regrette pas et qui ne se repent pas. Alors, comment aller vers une amnistie générale dans ce cadre, dans ce point que nous allons discuter de la justice transitionnelle? C'est pas véritablement, il n'y a pas de condition à l'amnistie. D'accord. Il n'y a pas de condition à l'amnistie. On amnistie les gens. Mais c'est un consensus général. Oui, on ne amnistie peut pas les pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas ses crimes. Non, mais ça, il vous dit pourquoi vous pardonnez. Moi, j'ai rien fait. Oui, nous sommes dans un domaine où le pouvoir légitime, il faut être légitime pour pouvoir amnistier. Oui. Avec l'accord du peuple. Oui. On amnistie. Il y a tout ce qui s'est passé. Donc on amnistie qu'après avoir instauré un pouvoir légitime? Ben oui. Qui va pouvoir amnistier? D'accord. Ce n'est pas un processus qui, en marchant... Non. C'est pas la justice qui amnistie, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. D'accord. C'est un pouvoir représentatif, c'est un pouvoir élu. Et il doit dire au peuple que je vais procéder... Ou alors il requiert un plébiscite ou un référendum. Tout ce que vous voulez. D'accord. Il peut passer par le référendum pour dire on amnistie ou on n'amnistie pas. Mais si on n'amnistie pas, il faut absolument passer par la justice. Et à ce moment-là, c'est au pouvoir qui s'installe qui doit désigner les coupables. Et nous savons, c'est le cas de l'Argentine. Ça n'a pas été le cas du Chili. En Argentine, les généraux argentins, Videla, a été poursuivi. Il n'y a pas eu d'amnistie. Mais au Chili, c'est un autre processus. C'est une négociation. Voilà. C'est un autre processus. Ou c'est le modèle argentin. On poursuit les militaires qui ont commis des crimes, qui ont torturé, etc. Ou c'est le Chili, où on efface tout. On se pardonne les uns les autres et on n'en parle plus. Il faut dire déjà que la justice transitionnelle est un mécanisme qui accompagne la transition démocratique. C'est l'un des outils, c'est l'un aussi des mécanismes de la transition démocratique. La justice transitionnelle est une justice d'exception. Tout à fait. C'est une justice d'exception. Tout à fait. Et tout dépend de sa volonté, de la volonté politique des tenants de la transition, des acteurs de la transition. Souvenez-vous, durant les années 90, on avait eu des tribunaux spéciaux
Pour le régime, c'était une justice transitionnelle. Oui, il y avait la Cour de sûreté de l'État. Voilà. Souvenez-vous que la charte pour la réconciliation nationale est considérée dans son mécanisme devant les tribunaux criminels comme étant une justice de transition, mais du régime. Oui. Alors qu'une justice transitionnelle, elle est censée accompagner ce qu'on appelle communément, ce qu'on discute aujourd'hui, la transition démocratique. Pour 4 points qui sont très importants. 1, le devoir de vérité et de justice. On ne peut pas pardonner s'il n'y a pas de vérité. On ne peut pas pardonner s'il n'y a pas de justice. 2, devoir de réparation pour les victimes. Pas seulement pour les victimes, mais pour la société algérienne. 3, la restitution de la justice. Parce que longtemps, ce pouvoir, la justice, était otage aussi du régime politique. Donc il faut restituer la justice à ces praticiens, aux magistrats, à ce pouvoir. Et dernier élément, c'est le devoir de mémoire et de documentation, pour que nul n'oublie. On ne va pas répéter la même chose. C'est l'inverse de la charte nationale qui interdit la mémoire. De faire la vérité sur les événements. Tout à fait. D'ailleurs, dans la charte, il y a l'article 51, 52, de 51 à 54, qui pénalise ceux qui évoquent les années. Quiconque va chercher voilà. Et à faire la vérité. Et dans tout ça, pourquoi tout à l'heure j'ai parlé du concept de l'Ubuntu de l'Afrique du Sud. Je pense que la justice transitionnelle, en termes de référence, l'Afrique du Sud reste l'une des meilleures références en termes de justice transitionnelle. L'Ubuntu, qui est un esprit religieux, a sévi, c'était l'atmosphère, la philosophie, la politique de toute cette démarche. يا أخي يا جماعة الخير عندنا إمام عندنا شحال من أئمة يديروا الفتوى للنظام. هذا الخطرة اش تيتيليز دير فتوى للسماح, le progrès, le pardon. Assure ce rôle d'un homme religieux qui prêche le pardon, qui prêche le progrès, qui prêche l'amour entre les Algériens. À condition que le crime soit reconnu, mais bien ouvertement, sûr, publiquement. C'est pour ça qu'on dit vérité et puis on aura le problème de l'Algérie aussi. Probablement on aura 2 justices transitionnelles. Je suis contre que Ouihia soit jugé de cette manière. Je suis contre que Sellal soit jugé de cette Absolument. manière. Je suis contre que Toufik soit jugé de cette manière. Oui. Je suis contre que les jeunes qui ont porté le drapeau Anna Mazir soient jugés de cette manière. Voilà la justice qui est devenue le mécanisme par lequel des calculs politiciens s'opèrent à travers cette noble mission qui est le magistrat. Donc la justice transitionnelle aussi en Algérie, ce n'est pas seulement sur la décennie noire. Parce qu'aujourd'hui, Nassera Dutour, qui est mère de disparus, n'a pas fait encore son deuil. Et combien de familles de disparus qui n'ont pas encore fait leur deuil? Aujourd'hui, combien de militaires qui étaient engagés dans cette sale guerre contre le terrorisme, qui ont perdu, qui sont devenus handicapés, combien de jeunes qui sont devenus orphelins, combien de mamans qui sont devenues veuves? Est-ce qu'ils ont oublié? Ils n'ont pas oublié. Et pour justement ce devoir de mémoire, c'est de permettre, vous voyez, c'est comme une thérapie nationale. C'est ça l'esprit d'une justice transitionnelle, c'est la thérapie nationale. Je vous raconte une anecdote. On a rencontré, on a fait une formation en Afrique du Sud, un magistrat, un Monchou et un Borgne, qui était devenu magistrat après avoir quitté la Robben Island, l'île Robben, où était incarcéré Nelson Mandela et tous les militants de l'ANC. Par la suite, il a fait des études en Irlande, il devient magistrat. Dans le travail de la commission Justice et Vérité, il a eu à juger, à avoir devant lui son bourreau. Imaginez la scène. Son bourreau, celui qui lui avait ôté l'œil, celui qui lui avait scié la main. Il lui posait des questions. Là, c'est le magistrat qui nous racontait le processus, comment qu'il s'est déroulé et comment il a vécu sa souffrance en 2 fois. Il a vécu sa souffrance en 2 fois. Le type, il raconte ce qu'il avait fait dans une ferme à Durban. Et au bout de l'histoire, il lui dit, la cour se libère, se retire pour délibérer. Il revient en posant une autre question. Mais monsieur, ce petit jeune homme que tu avais torturé, tu as oublié un détail. Tu as oublié quelque chose de très important. Il a dit, non, j'ai rien oublié. Si, tu as oublié, tu n'as pas raconté comment tu as ôté l'œil
à ce petit jeune noir. Tu l'as jeté comme ça pour un chien. Il dit là, j'ai oublié. Est-ce que c'est un détail qui s'oublie, monsieur? Et au bout du compte, cette victime-là, c'était moi. Mais au nom de la réconciliation, je te pardonne. C'est très fort comme message. Très fort. Là, on utilise Doucement Toutou a introduit ce concept de l'Ubuntu. On est une société, il faut le dire, On a société besoin de se algérienne pardonner est les uns les foncièrement autres. musulmane, et foncièrement musulmane dans sa majorité. Et cette religion, ce n'est pas une religion de guerre, c'est une religion de tolérance et d'amour aussi. Nous avons tous les moyens pour réussir. Le régime ne veut pas. Oui, en fait, c'est très très intéressant le témoignage de Maître Rahmoun. En fait, si on prend les expériences dans le monde avant d'arriver en Algérie, en fait, on a 3 cas de figure qui vous allez voir qui sont évolutifs, qui ont évolué dans le temps. On a le premier cas où la justice transitionnelle, dans le cadre de la transition démocratique, il faut le rappeler, où on a puni. Le cas de la Grèce, les colonels, juillet 75, élections législatives, gouvernement démocratique, décembre 75, donc de la même année, les colonels étaient jugés devant les caméras de télévision. Donc ça, on a l'exemple, on va dire, punition. On a l'autre exemple, l'amnistie, l'Espagne. Amnistie générale, on ne revient plus, tout ça. Sauf que c'est en train d'évoluer. Il y a eu en 2007 une nouvelle loi, c'est en train de bouger. Le troisième cas qui est emblématique, c'est l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, c'est une situation tellement particulière, pleine de particularismes sur le plan culturel et tout, qu'ils se sont permis justement d'être entre ces deux situations. C'est-à-dire, on établit la vérité, les inculpés ou les coupables s'excusent, reconnaissent et s'excusent. S'excusent et on amnistie. Et les gens... il y a d'abord la condamnation, puis il y a l'amnistie. En fait, une fois qu'ils ont reconnu... Ils ne sont pas condamnés. Ils ont demandé les excuses. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit Absolument. vérité et justice. Après, alors, quand on parle de transition, souvent, maintenant, c'est un thème dont l'ONU apparaît. L'ONU, elle parle de la justice transitionnelle. Il faut rappeler que les conventions internationales rendent inamnistiables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas amnistier un certain nombre de crimes. Par exemple, le séquestre, les enlèvements, si on peut, on appelle ça en droit le séquestre. Le séquestre, c'est un crime qui peut séquestration. On dit le séquestre, c'est le jargon juridique. Le séquestre, les enlèvements, plus d'autres, vous pouvez les commettre aujourd'hui. Dans 100 ans, vous pouvez être jugé, ils sont imprescriptibles. Donc, c'est pour ça que, par exemple, le Chili, au début, c'était l'amnistie, et après, en 83, ils ont mis en place, alors justement, le fonctionnement... Et c'est là qu'intervient la souveraineté nationale. Le fonctionnement de la justice transitionnelle, en fait, vous avez commission vérité, des fois, par exemple, dans certains exemples, on a une commission de vérité, on lui donne des prérogatives, comme c'était le cas au Chili en 1983, mais elle ne peut pas prendre de décision. Elle établit la vérité, et bon, c'était sous Pinochet. On a séparé la vérité de la justice. Voilà. D'abord, reconnaît tes crimes et tout. Ensuite, et on a des cas où c'est la justice qui mène l'enquête et tout ça. Qui fait la vérité. Et après, maintenant, les dernières années, ce qui est en train, vraiment, qui est en vogue, c'est les deux. On a une commission d'enquête qui va interroger les victimes, qui va chercher les auditionner, chercher la vérité au fin fond. Vraiment aller au bout du bout. Et après, elle transmet les informations, les rapports et tout à la justice qui va trancher. Alors, dernier tour de micro. On appelle ça l'approche holistique. C'est-à-dire qui conjugue à la fois le travail des commissions de vérité et le travail de la justice, qui ne les sépare pas. Alors, dernier tour de micro, vous allez avoir droit à 2 minutes chacun. Comment concilier peut-être c'est une question philosophique, mais elle est aussi juridique. Comment concilier la vérité et la justice?
il y a aussi un travail Oui. à faire. Surtout dans certaines conditions, comme en Algérie. Oui, absolument. Oui. Alors, c'est le dernier tour de micro. Est-ce que le Hirak va revenir? Est-ce qu'il va pouvoir peser sur cette décision qui devra être prise d'aller vers la transition? Le Hirak est toujours là. Le Hirak, c'est pas le fait de manifester seulement. Le Hirak, c'est un état d'esprit. C'est le jour où l'Algérien, l'humain, le citoyen algérien, a dit d'une façon résolue, d'une manière réfléchie, je ne dois pas vivre comme ça. Qu'on est dans un pays c'est un pays continent. On a tout pour être heureux. On a tout pour être développé. On a tout pour être citoyen tout court. Donc le Hirak est là, l'esprit du Hirak est toujours vivace chez les Algériens. Il faut dire que les Algériens ont peur. Quand on a plusieurs Algériens qui sont en prison, les Algériens ont peur. الناس اللي نسيت ما قلت الكذب يرود الباطل باش الخوف يرود ثيروكزا تاع البيت نتاعكم. Traduction. Traduit. J'ai compris, mais traduit. Le mensonge a enfanté l'arbitraire. L'arbitraire est le père de la peur. La peur a aussi enfanté le courage, et le courage est la meilleure des valeurs. On ne peut mieux terminer. Hein. Pour moi, le Hirak, je rejoins complètement, totalement Maître Rahmoun. Hein. Le Hirak ne s'est pas arrêté. Le Hirak, il a plusieurs façons de se manifester. Il s'est manifesté, il s'est illustré dans sa forme la plus spectaculaire, la plus admirable. Il faut rappeler que c'est unique dans l'histoire. C'est pour ça qu'il faut être fier de cela. Hein. Parce que là, on a tendance, en tant qu'Algérien, à toujours s'auto-flageller, à toujours se dévaluer. Ce qu'a fait le peuple algérien pendant 2 ans, c'est quelque chose unique dans l'histoire. Des millions de personnes qui sortent dans la rue, il n'y a pas un carreau de cassé, ouais. C'est quelque chose de formidable. Donc aujourd'hui, il continue dans les débats, dans les discussions, dans les articles, mais il va revenir dans la rue, il va revenir tôt ou tard. Brahim Younsi, vous avez le mot de la fin. D'abord, je rejoins mes 2 amis. C'est que le peuple algérien sait que le statu quo sert le pouvoir, profite au pouvoir. Donc, pas de statu quo. Il faut continuer une révolution. Pardonnez-moi, je ne dis pas Hirak, je ne l'ai jamais dit, pour faire des concessions comme ça. C'est vrai. Et puis, les Algériens savent aussi ce que dit Jean Monnet. Et Jean Monnet dit: les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Or, l'Algérie est dans la crise, et une crise profonde. Et ça, ce n'est pas moi qui vais l'apprendre au peuple algérien, parce qu'ils vivent la crise à tous les niveaux, à tous les strates. Et donc, il y a une nécessité, et donc nous irons vers le changement. Il faut absolument sortir de la caste gouvernante et empêcher la classe dominante de continuer à dominer. Et je pense, comme vous, que le Hirak est toujours vivant, et la meilleure preuve on est que ce régime est tellement paniqué qu'il n'en finit pas d'incarcérer les gens, de procéder à de la répression vraiment hystérique. Et c'est dire qu'il n'est pas tranquille, parce qu'il sait, lui, avec ses services, que le Hirak est toujours là, même s'il est un peu latent, si on peut dire. Je voulais juste vous dire une chose. Oui. Vous parlez de la poule et de l'œuf. Oui. Moi, je parle du chameau et du désert. Qui a précédé l'autre? Dites-le. Oui, c'est une très bonne question. Merci Brahim Younsi, merci Abbas Hamadan, merci Issa Rahmoun. Merci à vous, chers amis, d'avoir cette émission. Au plaisir de vous retrouver pour une autre thématique samedi prochain. Au revoir.